You know nothing, Jon Snow. Got a theory. Could be Barney. Sit down. You never say thank C'est pas faux. you. That's what the money is for. C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la meilleure série de l'année 2019, Marie Telling. Salut Anaïs. Qui a l'air très contente de me voir. Oui, c'est bien, je suis la meilleure série. L'arrivée des plateformes de streaming, la culture des spoilers, Game of Thrones, le passage à l'euro. En 20 ans, le monde a complètement changé et les séries aussi. C'est pour ça qu'on a voulu faire un classement des meilleures séries télé, non pas de la décennie, mais carrément des 20 dernières années. Ouais, parce qu'on n'est pas des petites joueuses. Voilà. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, cette semaine, on a un pic commun pour nous deux. C'est quoi le pic de la semaine ? Le pic de la semaine, c'est la série Watchmen, dont on vous a déjà parlé dans l'épisode 3 du podcast, qui est une série de Damon Lindelof, qui est une adaptation du comic de Dave Gibbons et Alan Moore. Voilà. Et en fait, c'est plus qu'une adaptation, c'est une suite du comic, puisque Damon Lindelof a choisi de reprendre tout l'univers, mais de situer son histoire 30 ans après les événements du comic d'origine. Et là où le comic d'origine s'intéressait à la peur autour de la guerre froide et de la menace nucléaire, lui, Damon Lindelof a décidé de s'intéresser à une anxiété qui est très vive aux États-Unis à l'heure actuelle, celle des tensions raciales et de l'histoire raciste des États-Unis. Donc, il nous a offert en 9 épisodes, et on ne pense pas qu'il va y avoir une deuxième saison. En tout cas, lui dit ne pas en vouloir une deuxième, et on doit dire qu'on est d'accord avec lui parce que la saison en elle-même est parfaite. Il nous a offert un récit totalement stupéfiant. En fait, ça a été la série la plus surprenante de l'année, honnêtement. Oui. Je pense qu'il y a rien qui n'a pu égaler le niveau de what the fuck de cette série, qui nous a vraiment étonnés d'épisode en épisode. Et vraiment, pendant toute la première moitié de la saison, on se demandait où ça allait aller. C'est tellement perché par moments qu'on comprend pas trop où il veut en venir. Et en fait, c'est tellement brillant que petit à petit, tous les liens commencent à se faire, toutes les connexions commencent à devenir apparentes. Et il y a de plus en plus d'émotions d'épisode en épisode jusqu'à ce final qui est vraiment exceptionnel. Ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, on sent bien que Damon Lindelof a été traumatisé par l'expérience de Lost, parce que c'était l'un des créateurs de Lost, enfin le créateur de Lost, où il a été attaqué par les fans parce qu'il a pas répondu à toutes les questions. Et là, vraiment, dans Watchmen, tous les mystères sont résolus. Ouais. C'est-à-dire que c'est très propre comme œuvre, mais en même temps, c'est très divertissant. Puis c'est satisfaisant d'avoir quelque chose qui répond aussi bien et aussi intelligemment, parce que c'est pas comme un whodunit où c'est en fait c'était le postier du coin de la rue qui a tué la personne et on s'en rendait pas compte tout ce temps. Là, c'est logique en fait. Ça fait complètement sens. Puis c'est très riche dans ce que ça dit de l'Amérique d'aujourd'hui, de ce que ça dit de l'histoire de l'Amérique, et c'est très ambitieux et ça fonctionne. Et il faut dire aussi que vous ayez lu le comic d'origine ou pas, enfin vous comprendrez et ce sera sûrement mieux si vous avez lu le comic. Mais honnêtement, ça se regarde et ça s'apprécie même sans avoir cette expérience-là. Ouais, c'est vraiment une des meilleures séries de l'année. D'ailleurs, Damon Lindelof, il est quand même très fort puisqu'il a aussi 2 séries qui font partie de notre classement des 20 meilleures séries des 20 dernières années. Et oui, on est comme tout le monde, on aime bien faire des bilans et des listes de best-of. Pour voir l'intégralité de notre classement des 20 meilleures séries des 20 dernières années, vous pouvez vous rendre sur slate.fr. Mais ici, comme c'est notre dernier épisode de l'année, on voulait surtout vous expliquer comment on est arrivé à ce fameux classement. Donc déjà, le premier truc qu'on a mis en place, c'est qu'on avait des règles, parce que sinon on allait avoir trop de séries et on n'allait pas savoir comment choisir. Donc on a essayé de restreindre un maximum comment on voulait procéder, quoi. Alors on avait 3 règles qu'on a établies. Déjà, la première, c'est qu'il fallait que la série ait commencé après le 1er janvier 2000. Donc ça exclut une série comme Les Sopranos qui a commencé à l'automne 1999. C'est dommage, mais après si on fait une exception, on doit en faire plein d'autres. Ça exclut aussi The West Wing, ça exclut Buffy, qui sont toutes des séries remarquables, mais qui ont existé en grande partie dans les années 2000, mais qui ont commencé dans les années 90, donc on a dû les éliminer. Ouais, désolé. La deuxième règle, c'est qu'il fallait que la série se soit conclue, parce qu'on veut juger une série dans son intégralité. Ouais. Donc on ne peut pas inclure BoJack Horseman, on ne peut pas inclure Atlanta, on ne peut pas inclure Succession, qui sont toutes des séries qu'on adore, enfin dont on pense qu'elles ont leur place dans ce panthéon, mais il faut encore qu'on puisse les voir dans leur intégralité pour pouvoir les juger. Et le troisième, c'est que on a décidé de ne pas inclure de mini-séries, parce que les mini-séries, c'est un peu un format à part dans l'univers des séries. Les mini-séries, pour résumer, c'est des séries en fait qui ne durent qu'une saison.
et dont l'histoire se conclut. Enfin, donc le format sériel, c'est plus des très longs films, des films sérialisés que des séries. Donc on a décidé de les exclure parce qu'on pensait qu'elles ne correspondaient pas à ça. Donc ça exclut Band of Brothers, ça exclut Angels in America et plus récemment Sharp Objects ou la saison 3 de Twin Peaks qu'on peut compter comme une mini-série ou comme une série qui a commencé dans les années 90. Dans les deux cas, ça rentre pas dans notre classement. Apparemment, c'est aussi un film selon les cahiers du cinéma. Ça peut aussi être un shampoing si vous voulez, ça peut être tout ce que vous voulez, Twin Peaks, voilà. Mais non, enfin, on est extrêmement fan de Twin Peaks et si on avait pu, on l'aurait mise, mais en fait, on peut la regarder sous n'importe quel angle, elle rentrait pas dans les critères qu'on avait sélectionnés. Donc malheureusement, ça veut pas dire qu'on n'aime pas Twin Peaks, ça veut juste dire qu'on a dû se restreindre. Il y a aussi 2 séries dont le classement assez bas a surpris beaucoup d'entre vous, notamment Game of Thrones, qui est 11e dans notre classement, alors que c'est une série blockbuster qui a été un phénomène énorme dans la pop culture. Vous l'avez bien vu cette année. Ça peut paraître bizarre qu'on l'ait mis en 11e position, mais il faut savoir qu'à la base, on a même hésité carrément à la mettre dans le classement, donc c'est déjà pas mal. À la base, on avait décidé de ne pas l'inclure pour la punir de ces 2 dernières saisons. Et après, on a vraiment réfléchi, on s'est rendu compte, surtout, on a écrit un autre article aussi sur les meilleurs épisodes de la décennie, et quand on a commencé à penser aux meilleurs épisodes de la décennie, il y en avait plus d'une poignée qui sortait de Game of Thrones, parce que c'est vraiment une série qui a marqué l'histoire des séries. Si elle est tombée si bas dans les 2 dernières saisons, c'est parce qu'elle était vraiment très haut avant, et elle avait atteint des sommets, non seulement au niveau du nombre de gens qu'elle a touché, et du nombre de fans qu'elle a eu et du phénomène que ça a été, mais aussi au niveau on l'oublie après, de la qualité d'écriture, de ce qu'elle disait, de la façon dont elle organisait son récit et sa narration, et du fait que quand même pendant 5 à 6 saisons, ça a été une adaptation remarquable d'une œuvre littéraire très complexe et une création d'univers vraiment assez spectaculaire. Les 2 dernières saisons sont assez médiocres, voire ont vraiment énormément déçu, et c'est pour ça qu'en fait elle est pas dans notre top 5, parce que je pense que si elle avait réussi ces 2 dernières saisons, elle serait beaucoup plus haut. Mais on a quand même décidé de l'inclure pour parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait d'autres séries dans le classement qui étaient imparfaites et on les a quand même inclus, donc on s'est dit ce serait vraiment injuste. Game of Thrones, c'est très frais dans notre mémoire, donc c'est pour ça que la déception est extrêmement intense, mais on a aussi des séries comme Lost ou Battlestar Galactica par exemple qui ont eu des moins bonnes saisons, des moins bons épisodes, et on les a inclus parce que dans toute leur imperfection, elles ont quand même atteint des sommets incroyables d'émotions, et Game of Thrones c'est exactement ça aussi, donc ça aurait été vraiment très bizarre de pas l'inclure, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que il y a une série dont on nous reproche la position dans le classement qui est la situation inverse, c'est-à-dire que c'est une série parfaite. C'est Breaking Bad. Qui est 13e dans notre classement, et ça paraît très très bas pour beaucoup d'entre vous. On a eu pas mal de messages énervés sur Twitter. Par exemple, on a San Karim qui nous dit « Je veux bien concevoir qu'elle ne soit pas top 1, mais top 13, c'est un manque de respect pour Breaking Bad. » On a aussi François Duval qui nous a dit « Breaking Bad 13e, non. » Donc on est désolé pour les personnes, voilà, pour les personnes qui sont déçues par ce classement, mais il y a une raison très simple à ça. Comme tu disais, et on l'a écrit dans le classement, cette série est parfaite. Il n'y a pas vraiment de mauvais épisodes de Breaking Bad ou de mauvaises saisons, mais moi personnellement, j'ai été plus émue par une saison extrêmement imparfaite comme Lost que par une saison parfaite comme Breaking Bad. Donc c'est vraiment quelque chose aussi de plus englobant, c'est-à-dire qu'on peut pas juger une série juste sur sa qualité et sa constance, c'est aussi celle qui nous a procuré le plus d'émotions, celle qui a atteint des sommets vraiment inimaginables, et on a estimé qu'il y avait 12 séries qui nous avaient plus émus que Breaking Bad. Oui, et puis c'est là qu'il faut dire aussi qu'un classement comme ça, c'est un classement très subjectif. On n'est pas en train de dire, on ne prétend pas avoir la science infuse en ce qui s'agit. Non, c'est ça. Chaque média, de toute façon, tous les médias font des classements, et ça reflète aussi forcément les goûts des personnes qui les écrivent. C'est un peu le principe. Voilà. Après, nous, évidemment, on est critique série, ça fait longtemps qu'on regarde beaucoup de séries et on a notre opinion, mais on a aussi des blind spots. Et puis en plus, il faut pas oublier qu'on est 2 et que du coup, il fallait que les séries fassent consensus pour nous 2. Donc par exemple, si j'avais fait la liste toute seule, j'aurais peut-être pas inclus The Good Wife ou VIP, mais peut-être VIP quand même. Et toi, si t'avais fait la liste toute seule, t'aurais pas inclus The et parce que on a toutes les 2 même des goûts très différents en série, donc on a vraiment dû essayer de chercher un consensus. Mais évidemment, ça va pas plaire à tout le monde, c'est normal. Déjà, à la base, on avait décidé de pas classer les séries et on s'y est décidé plus tard. On a eu énormément de conversations parce que
Enfin, quand on faisait juste une liste sans les classer, il nous semblait bizarre de même mettre au même niveau une série comme The Wire ou Mad Men et une série comme Crazy Ex-Girlfriend qui sont pas au même niveau de qualité. Donc, il y a vraiment, il y a eu énormément de conversations qui ont été liées à la création de ce classement. On a fait beaucoup de compromis entre nous, mais il y a toujours un aspect subjectif dans nos choix. Oui. Et d'ailleurs, par exemple, une autre série qu'on nous reproche de pas avoir inclus, c'est The Shield, qui est une série américaine des années 2000, qui a un peu débuté l'ère du anti-héros, qui est une excellente série dont on reconnaît l'influence sur l'univers des séries, mais qu'on a mentionné dans les mentions spéciales à la fin. D'ailleurs, on vous invite tous à regarder les mentions spéciales avant de nous envoyer des tweets, parce que pour nous, elle fait pas partie des 20 meilleures séries, mais elle est quand même remarquable. Il y en a une autre dans les mentions spéciales qui va peut-être surprendre certains, c'est Louis, la série autobiographique de Louis C.K., qui est une série comme The Shield, qui a eu une influence énorme sur la pop culture, qui a un peu réinventé la comédie moderne et notamment ce qu'on appelle maintenant les dramédies. C'est des comédies qui sont assez mélancoliques et assez profondes. Et en fait, on a adoré cette série quand elle a été diffusée à la télé. On a trouvé que c'était une série brillante. Mais entre-temps, depuis que la série s'est terminée, Louis C.K. a été accusé d'agression sexuelle sur plusieurs femmes et ça rend très compliqué le revisionnage de cette série, notamment parce qu'en plus c'est une série autobiographique. Oui, très personnelle. Voilà, très personnelle, où il se met en scène, sur scène, en train de faire du stand-up et de parler de ses défauts, de son rapport à la sexualité, de ce qu'il considère comme ses perversions, notamment. Et donc ça rend très compliqué le fait de revoir cette série qu'on a beaucoup admirée à l'époque et dont on ne peut vraiment pas nier l'impact qu'elle a eu sur la culture. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas choisi de la mettre dans le classement, qu'on la mentionne quand même dans les mentions spéciales parce que comme The Shield, c'est une série qui est très importante, mais on estimait qu'on voulait pas faire lumière dessus dans le classement. Ouais. On va peut-être révéler notre top 5. Allez, c'est parti. Alors, on va juste on va descendre, remonter plutôt le top 5. Donc, on part de 5 et on va... Voilà. Parce qu'il y a 2 écoles, mais on va faire comme ça. On va garder le suspense jusqu'au bout. Donc, notre top 5, à la place numéro 5, c'est la série The Americans, qui parle de 2 agents du KGB pendant la guerre froide, qui sont infiltrés aux États-Unis et qui se font passer pour des Américains. Qui sont un peu la famille modèle américaine, mais qui ont une vie complètement basée sur le mensonge. C'est avec Matthew Rhys et Kerry Russell. C'est une série qui a duré 7 saisons et qui a maintenu un niveau de qualité exceptionnel du début à la fin. On vous avoue qu'au début, on avait presque mis The Americans en numéro 1 et qu'après, en fait, les 5 premières, on les aime vraiment toutes à un niveau. N'importe quelle série du top 5 aurait pu être numéro 1, en fait. On a vraiment changé l'ordre 20 000 fois, mais vous allez comprendre en voyant notre ordre pourquoi on l'a mise qu'en 5e position. Mais vraiment, c'est une série superbe qui s'est terminée tellement bien que, c'est rare d'avoir des séries aussi parfaite avec une fin aussi belle. Puis c'est une série qui a été vraiment négligée par le public. C'est le genre de série où, je pense que toi comme moi, c'est celle qu'on recommande le plus souvent à des gens qui ne l'ont pas vue. Et parce qu'elle est, elle est assez anonyme, mais en même temps, tous les gens qui l'ont vue aiment énormément cette série parce qu'elle est très très bien écrite et que c'est une série d'espionnage, mais c'est aussi un drame familial et surtout un drame familial et une histoire sur un couple et qui maintient son niveau jusqu'au bout avec un final absolument stupéfiant. Ouais, donc on recommande vraiment The Americans, qui est à la place numéro 5 de notre classement. En numéro 4, c'est la série Fleabag, qui est une série britannique qui vient de se terminer. C'est mon numéro 1. Donc, qui est toute récente, mais qui est tellement géniale qu'il fallait qu'on la mette à la place numéro 4. Alors, c'est la série la plus récente de tout le classement, et c'est la série la plus courte de tout le classement, parce que c'est une série de 12 épisodes en tout, de 2 saisons, de 6 épisodes chacun. Et en plus, chaque épisode dure 25 minutes et c'est vraiment remarquable ce qu'a pu faire Phoebe Waller-Bridge, la créatrice, en créant vraiment une héroïne qui est extrêmement complexe en aussi peu de temps, en lui apportant un développement psychologique et une évolution qui est vraiment très émouvante et très complète. Fleabag, pour resituer, c'est vraiment l'évolution de cette héroïne. C'est d'ailleurs son surnom, c'est Fleabag, qui est un peu perdue au début de la série. Elle vient de vivre 2 gros deuils. Elle a perdu sa meilleure amie et sa mère coup sur coup et elle compense en ayant des coups d'un soir, en fait. Ouais. Et c'est vraiment une série sur sa reconstruction et c'est ça qui est superbe, c'est que une telle finesse en quelques épisodes à peine, c'est incroyable, quoi. Ouais, puis il y a une beauté d'écriture vraiment dans cette série qui est absolument, époustouflante, quoi. C'est très très bien écrit, c'est très drôle et en même temps
c'est tellement drôle que les moments où ça devient émouvant, ça en devient d'autant plus émouvant parce qu'on est surpris par l'émotion, quoi. C'est disponible sur Amazon Prime Video, donc si vous avez pas jeté un coup d'œil à Fleabag, on vous encourage, c'est vraiment Surtout génial. que ça se voit en 3 heures. Hein. Voilà, c'est ça. À la position numéro 3, c'est la série The Leftovers de Damon Lindelof, dont on vous parlait plus tôt, qui a aussi créé Watchmen. Et ça, moi, c'est sans doute, c'est pas mon numéro 1, mais c'est vraiment une de mes séries préférées de tous les temps. C'est une série qui démarre un peu comme une série de science-fiction, puisque c'est en gros 2% de la population mondiale qui ont juste disparu, qui se sont évaporés du jour au lendemain. Et on voit juste la vie des gens qui sont restés sur Terre, entre guillemets, et qui ne comprennent pas ce qui est arrivé à leurs proches, qui n'arrivent pas à faire face à ce deuil impossible, puisqu'ils savent pas ce qui s'est passé. Et donc, c'est une série très existentielle, très mélancolique et parfois assez déprimante. Et ce qui est intéressant avec The Leftovers, surtout quand on considère qu'elle est faite par Damon Lindelof, qui a fait Lost et plus récemment qui a fait Watchmen, c'est qu'en fait, là où Watchmen répond à toutes les questions, là où Lost n'a pas réussi à répondre à toutes les questions et a vraiment énervé tous ses fans. The Leftovers décide de ne pas répondre. Il y a un mystère, mais le mystère n'est jamais vraiment résolu. Il y a énormément d'ambiguïté. Il l'a dit dès le début d'ailleurs. Voilà. Et il a vraiment annoncé quand la série a commencé. Je ne vous dirai jamais pourquoi ces gens-là ont disparu, où est-ce qu'ils sont passés, etc. C'est pas le sujet en fait. Voilà, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment comment les gens qui sont restés là, The Leftovers, littéralement, ça veut dire ça en anglais, les restants. Comment les restants ont fait pour surmonter ce deuil-là. Et donc en fait, ce qui est superbe, c'est que c'est une série sur la foi et pas seulement la foi religieuse, mais vraiment la foi qu'on a en l'humanité, en le fait d'avancer même quand on n'a pas toutes les réponses. Enfin, c'est littéralement ça à la fois. Et c'est ça qui est superbe dans cette série. Donc vraiment, on vous recommande The Leftovers. C'est sublime. Il me semble que c'est sur OCS. Donc vraiment, profitez-en. C'est vraiment magnifique. Et il y a que 3 saisons. Donc ça se regarde assez vite, même si c'est un peu lourd comme sujet. Oui, enfin, c'est pas une série qui se binge, honnêtement, mais... Ouais, ça se savoure. On va passer donc au top 2. Donc là, on est vraiment dans le top du top du top. La série numéro 2 de notre classement, c'est un grand classique, c'est The Wire, la série de David Simon qui parle du trafic de drogue à Baltimore dans les années 90. Oui, ça commence sur le trafic de drogue à Baltimore, mais on se rend vite compte, au fil des saisons, que en fait c'est un portrait de la ville de Baltimore, des dysfonctionnements du système local, politique local, et c'est un vrai, David Simon a beaucoup été comparé à un romancier en fait dans la façon dont il construit son récit. C'est un ancien journaliste qui a travaillé au Baltimore Sun, donc il connaît très bien la ville de Baltimore. C'est un vrai roman naturaliste, mais télévisé, et c'est un portrait vraiment exceptionnel d'une ville où les plus faibles sont laissés à l'abandon par le système. Et donc la première saison s'occupe du trafic de drogue et se focalise là-dessus. La deuxième saison est sur les dockers, donc qui sont en train de perdre leur travail et c'est les travailleurs qui sont sur les quais et qui se chargent des livraisons de marchandises, tout ça. Voilà. Et ensuite la troisième saison c'est sur la politique. Ouais. La quatrième c'est sur l'éducation et la cinquième c'est sur le journalisme. Donc il l'aborde, il fait un portrait de la ville à travers chaque domaine et les personnages de chaque série, de chaque saison reviennent à chaque fois, on les retrouve et chaque personnage est très développé et en même temps c'est vraiment un portrait de cette ville. C'est vraiment une structure en couche qui est complètement inédite. En fait, il y avait aucune autre série qui avait tenté ça quand David Simon l'a fait et c'est vraiment sublime. Et bon, cette série The Wire est dans tous les tops, je pense, des meilleures séries parce que c'est indisputable en fait. C'est vraiment une des plus grandes séries de tous les temps. Oui, puis ce qu'il faut dire, c'est que ça a l'air peut-être un peu froid quand on en parle comme ça, mais qu'en fait c'est une série où, il y a énormément d'émotions, il y a énormément d'humanité et on s'attache vraiment énormément aux personnages et il y a des moments qui resteront, gravés dans toutes les mémoires des fans qui ont vu la série et dans l'histoire de la télé, quoi, comme des moments d'une émotion, vraiment... Une émotion vraiment superbe. Voilà. Bon, on va passer à la série numéro 1, le moment que vous attendez tous. Attention, roulement de tambour. On mettra un petit bruit de roulement de tambour. La série numéro 1 de notre classement, la meilleure série des 20 dernières années pour nous, c'est Mad Men, une série qui a été créée par Matthew Weiner et qui parle d'une agence de publicité dans les années 60 à New York et qui a notamment 2 héros, Don Draper et Peggy Olson. Certaines personnes sur Twitter ont été un peu surprises qu'on ait mis Mad Men en premier. On a reproché un peu à la série d'être assez lente, un peu chiante pour certains.
C'est faux. C'est une série qui est vraiment passionnante dès le début, qui est un portrait de l'Amérique des années 60 à travers deux personnages, comme tu l'as dit, Don et Peggy. Un qui représente vraiment le rêve américain des années 50, qui est Don, qui a une famille qui est la famille parfaite américaine, et Peggy, elle, qui représente l'essor d'une nouvelle classe de travailleuses féminines qui sont très ambitieuses et essaient d'exister dans un monde très masculin. Bien sûr, il y a deux personnages principaux, mais ce qui est remarquable avec Mad Men, c'est qu'elle développe tous ces personnages secondaires énormément et elle en fait des personnages très complexes. On a Betty qui est la femme de Don, qui dans une autre série serait négligée ou deviendrait juste un personnage assez caricatural de femme au foyer, qui là a une vie intérieure beaucoup plus complexe. On s'intéresse beaucoup plus à ce qui la motive. Et par exemple, si on vous dit Rachel Menken et que vous avez regardé Mad Men, vous saurez immédiatement qui c'est, alors que c'est quelqu'un qui n'a été que dans quelques épisodes à peine, mais elle a tellement marqué la série et puis elle a été tellement bien développée en très peu d'épisodes que vous savez immédiatement qui c'est Rachel Menken. Oui, non seulement vous savez qui c'est, mais vous savez ce qu'il a fait fonctionner, vous savez quel est son code moral, vous savez ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît, et elle était là pour 5 épisodes. Ouais. Donc c'est vraiment tous les personnages ont cette richesse psychologique. Même un personnage comme Pete, qui est un personnage détestable, la série le rend vulnérable et très humain. Et c'est vraiment une fresque psychologique qui est bouleversante. Et puis vraiment, non seulement il y a ce portrait psychologique complexe, mais en plus c'est une série qui est constamment drôle, vraiment très très drôle, où il y a une bande son mais incroyable parce que ça se passe dans les 60s, donc la musique est superbe, les costumes on n'en parle pas, les décors, vraiment il y a une attention aux détails qui recrée l'univers des 60s dans cette agence de pub très riche, feutrée, qui est vraiment superbe. C'est un plaisir d'essence en fait de regarder Mad Men, donc vraiment on vous encourage à la regarder. C'est disponible sur Netflix, donc si vous savez pas quoi faire pendant les vacances, regardez Mad Men. Vraiment, c'est vrai qu'il faut s'habituer au rythme au début, mais c'est pas un rythme lent, c'est juste franchement moi j'ai pas eu à m'y habituer, Moi j'ai mis un peu de temps à m'y habituer, mais pour moi c'est parce que c'est un peu contemplatif, mais en même temps c'est feutré quoi. Il faut rentrer dedans, mais après on y est tellement bien, ça devient addictif très rapidement, et c'est vraiment la plus belle série des 20 dernières années pour nous deux, donc qu'attendez-vous, j'ai envie de dire. Bon, donc maintenant on va passer à nos chouchoutes, parce que bien sûr il y a The Wire, il y a Mad Men dans la liste, qui sont deux grandes séries classiques. Il y a aussi Deadwood, qui est une série western qui est souvent classée comme les meilleures de tous les temps et qui est sortie en 2004. Mais on avait aussi envie de vous parler de celles qui sont moins évidentes pour tout le monde et qui sont très évidentes pour nous. Mais c'est des séries qui sont soit confidentielles, soit qui sont souvent sous-estimées et qu'on a mis assez haut dans le classement, et on voulait expliquer un peu pourquoi. La première, c'est Parks and Rec, ou Parks and Recreation pour le titre complet, qui est à la 7e place de notre classement. C'est très haut et ça a surpris beaucoup d'entre vous. Oui, moi ça m'a beaucoup surprise que ça ait surpris tant de gens, parce que pour nous, je pense qu'on est d'accord sur le fait que c'est la meilleure comédie américaine des 20 dernières années. C'est l'histoire d'un groupe d'employés municipaux d'une petite mairie de l'Indiana, d'une ville fictive de l'Indiana. C'est une série qui a été créée par Mike Schur et Craig Daniels, qui viennent tous les deux de The Office US. Donc on voit, The Office US, c'est la série culte, la comédie culte, un mockumentary sur des employés d'une usine à papier de la Pennsylvanie. Donc c'est le même genre de milieu un peu, très... Les deux, en fait, The Office a eu une influence énorme sur la comédie américaine, puisque c'était une série sur des employés et sur un peu la médiocrité de cette vie très banale en fait que menaient ces employés. Et après, il y a eu plein d'autres séries sur le milieu professionnel entre guillemets, comme Parks and Recreation. Et ça a surpris beaucoup de gens qu'on ait mis The Office plus bas que Parks and Recreation, alors que The Office a clairement eu l'influence sur la pop culture la plus importante des deux. Elle a peut-être eu la plus grande influence, mais au niveau qualitatif, il y a des gens qui vont pas être d'accord avec nous, mais on les invite vraiment à regarder Parks and Rec, parce que même si la première saison de Parks and Rec est pas aussi bonne que les autres, elle a du mal à trouver sa voie, à partir de la deuxième saison, ça devient vraiment d'une qualité exceptionnelle du début à la fin. C'est très très drôle, c'est hyper bien écrit, tout le casting est vraiment excellent. Et puis c'est une série qui a beaucoup plus d'émotions et de cœur que The Office, même si The Office a eu des moments très émouvant. Oui, mais c'est ça qui a fait...
The Office, faut le dire, The Office US, c'est ça qui a fait sa qualité par rapport à The Office UK, qui était déjà génial, c'est qu'elle a apporté plus de cœur à une comédie cringe. Mais Parks and Rec est allé encore plus loin en allant, encore plus vers l'émotion, quoi. Bah, en fait, The Office US, c'est vraiment une série sur la médiocrité humaine, et Parks and Rec, c'est une série sur la bonté humaine. C'est vraiment des personnages qui sont d'une générosité et d'un optimisme renversant. Et c'est ça qui est génial, c'est que c'est tout aussi hilarant que The Office, mais qu'il y a aussi énormément de moments très émouvants, qu'on pleure beaucoup devant Parks and Rec. Donc c'est une série qui était à notre sens plus complète et qui en plus c'est vraiment fini super bien, comme tu disais, elle a été parfaite de sa saison 2 à sa dernière saison, alors que The Office par exemple c'est un peu essoufflé sur la fin une fois qu'elle a perdu son personnage principal. Et donc pour nous c'était une évidence que Parks and Rec, même si évidemment elle doit beaucoup à The Office, que au final c'est celle qu'on aime revoir le plus et qui nous a le plus touché, quoi. Je vais dire un truc qui va mettre des gens à dos. J'ai du mal à pas remarquer que les séries sur lesquelles on nous attaque le plus dans le classement, comme The Shield, The Office, Breaking Bad ou The Wire, sont des séries typiquement masculines. On nous reproche pas de pas avoir inclus Enlightened dans le classement ou des séries comme ça. Par contre, on nous dit que c'est vraiment absurde d'avoir inclus Veronica Mars ou Crazy Ex-Girlfriend, qui sont deux séries très féminines. Voilà, et on nous reproche le placement de ces séries-là, et je trouve ça assez intéressant et assez révélateur, en fait. Je vais juste dire ça. Tirez-en les conclusions que vous voudrez. Il y a une autre série qui a beaucoup surpris les gens dans le classement, c'est Halt and Catch Fire, qui est à la 10e position, donc c'est vraiment très très haut. Et c'est peut-être la série la plus anonyme de tout le classement. Voilà, c'est une série que peu de gens ont regardée, que peu de gens même connaissent. Donc Halt and Catch Fire, c'est une série qui parle de 4 ingénieurs informatiques, 2 hommes et 2 femmes, dans les années 80, qui vont en fait être un peu en marge de toutes les grandes révolutions technologiques de l'époque, donc de l'invention du PC ou de l'invention des moteurs de recherche par exemple. Et c'est des entrepreneurs et des ingénieurs qui essayent constamment de faire avancer ces technologies, mais en même temps, ils travaillent pas pour Apple ou pour IBM, qui étaient les grosses boîtes de l'époque, donc c'est un peu les petits de cette révolution-là. Et ce qui est génial dans cette série, c'est que ça montre vraiment l'ambition créative, parce que ils veulent absolument découvrir toutes les nouvelles inventions technologiques, et en même temps, ils galèrent, ils ont pas beaucoup d'argent, contrairement aux grosses boîtes comme Apple. Et donc, je trouve que c'est la série qui montre le mieux ce que c'est d'avoir un partenariat créatif, comme toi et moi, Marie. Mais aussi d'avoir l'ambition de créer, parce que même si c'est de l'informatique, c'est des gens qui codent, c'est des gens qui veulent créer des ordinateurs, et en fait, c'est des artistes, quoi. C'est vraiment comme ça qu'ils se perçoivent, et c'est passionnant de les voir tâtonner dans le noir, parce que toutes les inventions qu'on prend pour acquises aujourd'hui n'ont pas encore été inventées à leur époque. Donc quand ils découvrent Yahoo, ils sont complètement sur le cul, ils comprennent pas ce que c'est Yahoo. Et c'est une série qui est à la fois très exaltante, parce qu'elle a ce côté historique, elle est vraiment basée sur des événements réels, donc elle raconte des progrès qui ont vraiment eu lieu, et des entreprises, la vie de certaines petites entreprises qui ont existé, mais c'est aussi le lien humain entre ces personnages qui est extrêmement bien rendu. C'est à la fois des collègues, mais aussi des amis, certains d'entre eux sont aussi amants ou mariés, donc ça montre vraiment toute la complexité des relations humaines qu'on peut avoir. Ça ne dure que 4 saisons, et c'est vraiment incroyable. La saison 1 était un peu moins bonne que le reste, donc ça a rebuté pas mal de gens. Moi, je pense que ce qui a rebuté aussi, c'est le sujet, parce que c'est pas très sexy. Oui, c'est pas très sexy l'informatique, et je dois vous avouer que non, c'est vrai, et je dois vous avouer que moi c'est pas quelque chose que je trouve très sexy non plus, mais il y a Lee Pace dedans qui lui est très sexy, il y a Mackenzie Davis qui est très sexy aussi, donc en fait les acteurs sont sexy, donc ça compense les ordinateurs. Et non, c'est super bien écrit, le quatuor central est vraiment excellent, et c'est une des séries les plus émouvantes au final de ces dernières années. On le sent pas au début, et puis vraiment ça va crescendo de saison en saison. Donc à la 10e place, Halt and Catch Fire. Je sais que ça a surpris beaucoup d'entre vous, mais vraiment donnez-lui une chance, c'est une série exceptionnelle. Donc ça, c'était pour nos petites chouchoutes, mais on avait aussi envie de vous entendre, puisque évidemment, on l'a dit, on a tous des goûts très différents. Donc on vous a demandé quelle était, selon vous, la meilleure série de ces 20 dernières années. Voilà. Bon, déjà, pas mal d'entre vous étaient d'accord avec nous, donc ça c'est bien. On a Christophe Nolo qui nous dit « Mérité pour Mad Men, le chef-d'œuvre proustien des séries TV ». Et après, on a Anaïs qui nous dit que pour elle, la meilleure série des 20 dernières années, c'est Lost. On a Antoine qui nous dit Breaking Bad. On a Queen Kang qui nous dit Atlanta et Six Feet Under. Donc, c'est des séries qui sont dans notre classement, mais qui sont pas à la même Six position. Feet Under n'y est pas, mais pour la raison qu'on a... si. Atlanta n'y est pas, pour la raison qu'on a expliquée. Atlanta n'y est pas, mais Six Feet Under aussi. On a Alice Coffin qui nous a dit
que pour elle, c'était Unbelievable. Et c'est vrai que c'est une série qu'on a adorée cette année, qu'on n'a pas inclus non plus parce que pour l'instant, il n'y a qu'une saison et que ça rentre pas dans nos critères. Mais c'est vraiment une excellente série. Et on a Zéline qui nous dit, pour elle, c'est Orange is the New Black, Orphan Black, Sense8, Glee, et puis Fargo qui a vraiment réussi son adaptation en série. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de très bonnes séries là-dedans, mais voilà, on les a pas inclus dans notre classement. Ça veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, c'est juste que on préférait les 20 Il a fallu faire des choix. Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on voulait vous demander votre avis, parce que ça nous intéresse. Et on a aussi Disruptive Cyclo qui nous a dit vous avez mis The Leftovers, c'est parfait. Et on est bien d'accord, on pense que c'est tout ce qui compte, c'est d'avoir mis The Leftovers. Donc voilà, merci à vous de nous avoir donné un peu votre avis sur les meilleures séries. On vous a parlé des 20 meilleures séries des 20 dernières années, mais il y en a qu'on n'a pas mis dans le classement parce qu'elles n'étaient pas encore terminées et qu'on a vraiment adoré cette année en fait, en 2019. Il y a eu beaucoup de très très bonnes séries en 2019. Ça a été vraiment une très bonne année, quoi. Voilà, et il y en a quelques-unes qu'on regrette de ne pas pouvoir inclure, donc on inclura peut-être dans de futurs classements. Il y en a 2 qui ont été inclus, c'est Fleabag et VIP, parce qu'elles sont finies. Ouais, elles se sont terminées cette année. Il y en a une dont on vous a parlé en début d'épisode, c'est Watchmen, qu'on adore vraiment, qui vient de se terminer et qui est pour l'instant excellente. Il y a eu Succession aussi, qu'on a vraiment adoré, dont on vous a parlé dans le premier épisode de J'ai l'impression qu'on parle de Succession dans tous les épisodes. Ouais, c'est normal, c'est parce que c'est une super série. Et puis il y a eu aussi Poupée Russe qui est sorti il y a quasiment pile un an, puisque c'était en janvier ou février 2019, donc c'était tout au début de l'année, et c'est une de nos séries préférées de l'année. Oui, Poupée Russe, c'est une série qui suit Nadia le soir de son anniversaire. Elle a, je crois, 36 ans le soir de c'est le soir de ses 36 ans. En fait, c'est une série un peu comme Le jour le plus long, où elle meurt et elle fait que revivre la nuit de son anniversaire. Donc on pourrait penser que c'est un peu lassant, mais pas du tout. C'est une série qui est très créative, qui est très très drôle, surtout grâce à Natasha Lyonne qui est dans le rôle principal et qui a énormément de swagger et qui est vraiment hilarante. Et c'est une série en réalité, on le découvre au fil des épisodes sur le trauma, sur l'addiction. C'est plein de métaphores, c'est très poétique, tout en étant extrêmement divertissant. C'est vraiment une des meilleures séries de l'année. Ouais, il y en a une autre qu'on a adorée et qui va se finir en 2020, donc on espère que ce sera aussi bien que tout ce qu'il y a eu pour l'instant. C'est BoJack Horseman, qui est une série animée diffusée sur Netflix. Et un peu comme Poupée Russe, c'est une série qui se présente d'abord comme une comédie, mais qui est en fait beaucoup plus profonde que ça, et qui est même extrêmement émouvante. En fait, ça parle d'un cheval anthropomorphique qui travaille à Hollywood, qui est l'équivalent animalier de Hollywood, et qui est un acteur has-been, en fait, qui donc est alcoolique, qui a la cinquantaine à peu près, et qui est complètement coincé dans sa gloire passée. Il n'arrive pas du tout à avoir une vie plus intéressante, et il est dépressif, il est alcoolique, il a beaucoup de problèmes, et il est assez abject avec tout le monde. Et la série montre un peu à quel point il n'arrive pas à se reconstruire de saison en saison. Oui, parce que aussi, il est abject et on lui pardonne toujours parce qu'il est connu. Donc il a énormément de privilèges, il est riche et il se comporte mal avec tout le monde et notamment avec ses proches. Et donc la série retrace un peu sa progression ou son absence de progression pendant toutes les saisons, jusqu'à la dernière qui a commencé en 2019 et qui se terminera en 2020, où en fait pour la première fois on voit BoJack faire des progrès. Il est allé en cure de désintox et il commence enfin à faire preuve de gentillesse et de générosité avec ses proches. Et c'est extrêmement émouvant de voir ça parce que on l'avait jamais vu se comporter de la sorte pendant toute la série. Et c'est vraiment une des séries les plus bouleversantes qu'on ait vues, alors que c'est aussi très très drôle. C'est plein d'humour méta sur Hollywood, sur les célébrités. Il y a énormément de caméos, d'apparitions d'acteurs célèbres qui viennent pour faire juste une voix de temps en temps. Oui, puis quand on voit le look de la série, on se dirait pas forcément que ça va être le portrait le plus fin des problèmes de santé mentale, et c'est vraiment le cas en fait. Parce que c'est même pas que lui, c'est-à-dire qu'on a aussi tout ce qui est la question de la dépression, mais aussi du burn-out, des jeunes mères ou des choses comme ça qui est abordé à travers plusieurs personnages dans la série de façon très fine et très complexe. Donc c'est vraiment une des meilleures séries de l'année pour nous, BoJack Horseman, disponible sur Netflix. Et je pense que si elle s'était conclue cette année, et non seulement on l'aurait inclus, mais en plus elle aurait été très haut dans le classement, parce que vraiment c'est une superbe série. Et donc en fait ça se rapproche pas mal de notre top 3 personnel à chacune de l'année, puisqu'on a vraiment adoré ces séries. Donc toi Marie, ton top 3 de l'année, ce serait quoi? Alors mon top 3, je vais commencer par le 3, je vais remonter vers le 1 comme on a fait tout à l'heure pour avoir le suspense. Je pense qu'en troisième position c'est Watchmen. J'avoue que j'ai pas eu totalement le temps de la digérer parce qu'on vient juste de voir le dernier épisode, mais quand même c'est vraiment excellent et j'ai été assez bluffée par la série. En 2 c'est Succession, c'est aussi drôle que tragique et je suis complètement addict à cette série. Et en numéro 1 c'est Fleabag qui vraiment m'a bouleversée tout en me faisant énormément rire et qui reste peut-être
ma série préférée de tous les temps. Donc, Et toi, Anaïs, ton top 3? Moi, mon top 3, donc en 3e position, ce serait The Deuce, mais honnêtement, j'hésite entre The Deuce et BoJack Horseman parce que c'est 2 séries que j'ai adorées. The Deuce, c'est une autre série de David Simon, celui qui a fait The Wire, qui est aussi sur OCS et qui parle cette fois-ci de New York dans les années 70, à l'ère de la prostitution et du début du porno. C'est pas toujours très fun, mais c'est vraiment une série sublime qui s'est terminée cette année. En numéro 2, je mettrais Watchmen. Comme toi, je trouve que c'est une série exceptionnelle et il va falloir la digérer, mais on peut déjà dire qu'elle est géniale. Et en numéro 1, ce serait Succession, qui pour moi m'a apporté le plus d'émotions cette année, qui m'a fait rire, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait crier. Enfin vraiment, j'ai rien vu d'aussi bon cette année. C'était le 7e épisode de PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous écouter. On va faire une toute petite pause, mais on revient dans un mois, juste après les vacances. PIC TV, c'est un podcast à retrouver tous les 15 jours ou presque sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. Mais c'est aussi une newsletter à retrouver également sur slate.fr dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez nous donner 5 étoiles, nous contacter sur les réseaux sociaux pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec notre classement, même si vous avez tort, ou à pictvnewsletter@gmail.com pour nous dire qu'on est génial. À plus. Au revoir.